du 2 au 11 avril 2021, un festival tout en ligne avec Aïssa Maïga, Maria de Medeiros, 40 films de réalisatrices du monde entier, un nouveau chemin de fer. Un héritage à partager. Bonjour Boulom Souk, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour discuter un petit peu des projets artistiques et culturels qu'on met en place dans le cadre du Festival international de films de femmes de Créteil. Donc j'en profite pour faire une toute petite présentation avant de te laisser la parole de ces projets. Donc en fait, c'est des projets qu'on met en place avec le rectorat de l'Académie de Créteil. Et donc je remercie Isabelle Bourdon qui participe aussi au projet de près comme de loin. Et évidemment les enseignants et enseignantes qui sont toujours très impliqués. Donc cette année, on suit 3 projets. Un premier projet avec la réalisatrice Pascale Diez, artiste associée de longue date au Festival de films de femmes, qui travaille avec une classe de 3e du collège Henri Barbus d'Alfortville sur le thème de l'héritage. Un second projet que je suis avec Cécile Friedman, photographe et réalisatrice, au lycée Langevin Vallon de Champigny-sur-Marne, sur le thème Notre corps nous-mêmes, où on évoque notamment des questions assez compliquées et délicates de cyberharcèlement, pour faire réfléchir un petit peu les élèves. Et enfin, le projet avec lequel tu collabores, c'est le projet sur la beauté, donc avec le lycée Notre-Dame des Missions de Charenton-le-Pont. Donc très rapidement, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais en tant qu'artiste ? Alors, moi j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire, parce qu'à la base, je devais signer pour être avocate. Mais après, voilà, j'ai rattrapé le train en marche, je dirais. À un moment de ma vie, j'ai décidé de m'orienter sur ce que je voulais faire au départ. Du coup, maintenant, à présent, je suis scénariste, autrice, réalisatrice et photographe. Donc j'ai commencé dans le métier comme scénariste au tout début, parce que c'est là où on m'a donné ma chance. J'ai travaillé avec Thomas Gilou vraiment à la sortie de l'école. Et après, j'ai monté ma première société de production, puis une deuxième 4 ans après. Et donc j'ai eu tout un passé de productrice également pendant plus de 10 ans. J'ai notamment produit un talk-show sur France O qui s'appelait Toutes les France, donc voilà, qui était un programme socio-politique culturel. Et en parallèle, j'ai aussi produit des documentaires, des courts-métrages. Et j'ai toujours écrit et réalisé des courts-métrages ou des documentaires. Mais c'est vrai que je fais quand même que de la fiction à la base. Et depuis 4 ans, depuis 2016, j'expose dans des galeries donc mes photos. Mais ça fait plus de 10 ans que je fais de la photo argentique. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert, toi, le Festival international de films de femmes ? Je ne saurais pas exactement quand placer le moment, parce que c'est comme un grand festival et j'ai l'impression d'avoir toujours su ce que c'était comme festival. Donc voilà, c'est un festival qui compte parce que c'est un festival féminin et féministe. Et voilà quoi. Moi, je suis très contente parce que c'est notre première collaboration avec toi en tant qu'artiste associé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la forme que prend le projet cette année, donc projet artistique et culturel, classe PAC, sur du coup ce fameux thème de la beauté ? Alors, la beauté, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que forcément, lorsqu'on parle de cinéma, on parle d'esthétique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très lié à notre création, à ce qu'on fait. Et je trouvais justement intéressant d'en discuter avec des gens jeunes qui ont... donc c'est une classe de première, logiquement ils ont 16 ans, entre 15 et 17 ans je dirais. Et donc c'est très intéressant pour moi de les questionner dessus, parce que la beauté est justement remplie de dictats, et je voulais déconstruire avec eux ces dictats. Et du coup, ce que j'ai proposé au départ, c'était d'avoir d'abord une approche plutôt... philosophique, voire aussi scientifique, sur cette thématique de la beauté, voir si c'est vraiment quelque chose de totalement universel ou subjectif. Voilà, parce qu'il y a différentes règles, il y a le fameux nombre d'or, voilà, qui définit la beauté, il y a l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, il y a aussi la science qui dit que justement avec ce nombre d'or, selon en fait, la symétrie du visage ou les proportions d'un corps, on est plus ou moins beau, voilà, que ce soit inconscient ou pas. Et du coup, je voulais discuter de ça avec eux, de le déconstruire et puis les amener petit à petit en fait sur la perception de la beauté et du désir dans le cinéma. Et notamment en fait de parler de male gaze et de voir avec eux justement leurs réactions. Et d'ailleurs, c'est très très surprenant parce que je les trouve beaucoup plus déconstruits. Voilà, c'est vraiment une génération où les jeunes sont déconstruits, ils sont beaucoup posés des questions.
voilà, sur ces thématiques-là. Ou sinon, ils sont nés dedans, je ne sais pas d'où ça vient, mais effectivement, par rapport à d'autres générations où justement les clichés, les stéréotypes sont beaucoup plus forts, eux, ils se questionnent beaucoup plus. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc du coup, on a parlé de Mel Gaze, on a parlé également du test Bechdel, parce que comme je suis une femme et cinéaste, donc on a beaucoup parlé aussi du regard féminin et de réalisatrice, et de voir justement où était l'état des lieux en fait, du cinéma français. Et c'était aussi surprenant de voir qu'il y avait une élève qui connaissait le principe du test de Bechdel. Donc voilà, et petit à petit, à partir de là, j'ai essayé de les amener à créer leur propre séquence ou film tiré justement d'une scène d'un film où il y a un certain regard en fait, masculin ou patriarcal, et de faire une contre-proposition sur ça. Là, il y a 3 groupes d'élèves, et chaque groupe a choisi une séquence en particulier et essaie de la déconstruire à leur manière, et en fait pour m'expliquer au XXIe siècle, à leur âge, comment serait le cinéma. Et en fait, j'ai vraiment une classe très autonome. Donc c'est vraiment très bien. Voilà. Et en plus, c'est quelque chose qui est... parce que je m'adapte un petit peu avec les gens que j'ai en fonction. Au niveau théorique, je leur ai fait des cours avant sur la notion du cadre et du mouvement, pour qu'ils aient quand même des bases sur comment cadrer le langage en fait, des cadres. Voilà, parce que ça a un sens de filmer en gros plan ou en plan large, ça n'exprime pas la même chose. Donc je leur ai fait un cours théorique sur ça, et en leur disant bien qu'il vaut mieux connaître les bases, mais pour mieux en sortir. Donc voilà, parce que je suis vraiment... pour le fait de connaître les bases, mais vraiment de pouvoir créer aussi comme on le désire. C'est pour ça aussi que je les encadre, mais je leur laisse une grande liberté. Et après, je leur ai fait aussi un cours forcément sur la post-prod, sur les notions de montage, pour qu'ils puissent après monter leur film. Et voilà, et donc il y a des propositions assez surprenantes, assez intéressantes, et j'attends de voir, d'être surprise. Donc voilà, je les drive, mais de loin. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, en suivant les élèves, parce que c'est un projet où on rencontre les élèves à peu près une fois par mois pendant 6 à 8 mois, donc c'est quand même un suivi assez rapproché. Et c'est ce que tu disais, on s'est rendu compte que les élèves sont quand même assez déconstruits sur toutes ces notions-là, mais aussi, après, ça reste une classe de première option cinéma, donc il y a aussi un attrait assez fort pour le cinéma. Mais on était assez étonnés de se rendre compte que les élèves, en fait, sont capables de filmer avec leur smartphone, notamment, de faire du montage en autonomie, et qu'ils étaient quand même bien plus à l'aise de filmer avec leur smartphone qu'avec des caméras semi-pro, matériel qu'on leur avait proposé, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de filmer comme ça avec son smartphone en grande autonomie? Je trouve que, de toute façon, quel que soit l'appareil, ce que tu utilises pour filmer, ça n'a pas vraiment, c'est pas très important. Parce que par exemple, moi, je suis photographe et j'utilise des appareils qui coûtent très peu cher. Ma toute première exposition, ou même la deuxième, j'ai exposé avec un appareil, c'est un Diana F+. Ça coûte 70 €, 80 € maintenant parce que c'est chicos. Mais il y a 20 ans, c'était vendu avec le Pixie Gadget, c'était en cadeau, quoi. C'est un truc en plastique. Voilà, donc pour moi, c'est pas tant en fait le boîtier qui est important, mais c'est la proposition en fait de ce qu'on en fait. Donc qui filme avec les smartphones, c'est très bien parce que du coup ça les familiarise. Et puis ils ont un âge, justement, il faut expérimenter. Pour ceux qui voudront après poursuivre des études de cinéma ou d'audiovisuel, ils auront vraiment l'occasion de pouvoir toucher aux caméras. D'ailleurs, lors du dernier cours, on leur a amené une caméra, ils ont pu un peu la trifouiller et voir comment ça marchait. Je leur donnais quelques notions aussi de maniement de caméra pour qu'ils sachent comment quand même filmer correctement, ne serait-ce que la balance des blancs, le shutter, les ISO et le diaph. Voilà, pour qu'ils aient quelques notions quand même. Et vraiment, je pense que c'est un âge où il faut qu'ils essayent, et c'est vrai qu'ils sont aussi dans l'urgence, ils ont envie de tourner. Donc ça sert à rien de leur dire « prenez telle caméra, familiarisez-vous », alors qu'on est très peu de temps avec eux. Donc, et puis spontanément, ils ont voulu tourner tout seuls. Donc du coup, autant les laisser, je pense que c'est très très bien. Après, effectivement, c'est pas parfait, mais je suis là justement peut-être pour leur donner des conseils et rectifier le tir. Moi, ma position par rapport aux élèves que j'ai en général, c'est que je ne veux pas faire leur film. Il y a des professeurs qui feront différemment, qui vont justement faire un gros film tout ensemble, écrit ensemble. Mais moi, mon désir, c'est vraiment les laisser libres. Donc c'est que je ne veux pas signer les films, c'est leur film. Après, effectivement, il y a des limites, voilà. Mais après, c'est vraiment leur projet à eux. Et je suis vraiment là pour leur dire, il serait mieux de faire ça ou ça, ne serait-ce que techniquement ou ne serait-ce que pour la narration, parce que, pour que ça soit plus lisible. Mais moi, je suis ravie qu'ils se débrouillent tout seuls.
Et donc du coup, ce projet-là va donner donc d'une part ces 3 courts-métrages, donc des 3 groupes d'élèves distincts, qui seront accessibles sur le site du Festival international de films de femmes d'ici peu, quand on aura le rendu final de chacun de ces films. Et toi, en parallèle, tu avais aussi le désir de créer une installation que je te laisse nous décrire. En fait, j'ai saisi l'occasion d'être artiste associé avec le festival, de vous proposer effectivement de construire une installation photographique sur la thématique de la beauté. Donc voilà, un peu en résonance avec les ateliers que je fais avec les élèves. Et du coup, je suis partie de l'idée justement de ces critères de canon de beauté et de proposer une construction pour mieux déconstruire en fait les stéréotypes. Donc c'est une construction à base de photos, voilà, qui est mise sous un chapiteau. Et pourquoi ce dispositif-là? Parce que en fait, je voulais aussi parler en fait des zoos humains, où à l'époque en France on exposait en fait les fameux indigènes venus des colonies ou des territoires voilà, d'outre-mer comme des non-humains. Mais donc du coup, je voulais aussi parler de ça. Et comme cette chimère justement est différente, ne répond pas aux critères de beauté, ça s'y prêtait. De voir comment les gens peuvent rejeter en fait la différence. C'est pour ça que je la présente sous un chapiteau. Voilà, pour rappeler un peu cette période pas très glorieuse, mais voilà. Aussi parce que la mémoire, c'est important. Donc c'est fait à partir de mes photos déjà faites auparavant, parce que moi, en tant que photographe, je travaille beaucoup sur le corps et sur la chair. Donc du coup, j'ai aussi une base de données sur ça. Et à partir de ces photos-là, je questionne aussi ma notion de beauté, pour essayer de la déconstruire aussi. Et justement, d'essayer de construire un monstre. Et je ne sais pas encore où je me situe pour savoir si je veux vraiment quelque chose de joli ou pas. Donc même moi, je me mets en challenge en me disant, bon, est-ce que tu vas accepter de faire quelque chose de moche ou pas, selon ma propre vision. Mais voilà, donc du coup, je vais voir, j'ai beaucoup d'inspirations qui me viennent à l'esprit, parce que comme il y aura une partie qui sera suspendue aussi, et une qui sera aussi au sol. Donc il y a un module qui s'appelle Médusa, que j'avais découvert à Hambourg, dans un musée, qui est aussi proposé par un groupe d'architectes. Donc c'est une grosse méduse blanche qui flotte, et c'était aussi une exposition sur l'esthétique et la beauté. Donc voilà, et donc du coup j'ai ça en image, mais je veux pas quelque chose aussi esthétique. Et à côté, je veux aussi avoir une peinture qui, elle, reprendra justement les fameux dictats de beauté, mais que je vais aussi déconstruire parce que du coup, je vais parler de chirurgie esthétique. Parce que du coup, ce sera de la peinture aussi, du collage, du découpage. Donc voilà, proposer, parce que là, mon influence, c'est Nick Top, la série. Donc voilà, voilà. Donc du coup, voilà, il y a plein d'influences. Là, je suis ravie parce que la MAC de Créteil m'accueille pour 15 jours. Donc, ça me permet de me poser un petit peu, d'appréhender l'espace et aussi de pouvoir justement projeter et construire. Parce que sans ça, je ne pouvais pas aller plus loin. Mais en même temps, comme c'est un process, à chaque fois, c'est jamais posé jusqu'à ce que les choses soient... Voilà, parce que je vais aussi devoir clouter, mettre des planches, des choses. Donc une fois que ça sera définitif, ça... Je ne pourrais plus changer, mais là, j'ai encore un processus de réflexion. Du coup, la MAC, on remercie évidemment au passage de t'accueillir. Et l'idée, c'est qu'au tout départ, évidemment, cette installation devait rester dans les locaux. Mais comme le festival a lieu en ligne cette année, je sais que tu m'avais parlé de la possibilité de déplacer cette installation idéalement dans le lycée, de façon à ce que les élèves qui participent au projet puissent profiter de cette installation, mais aussi le reste des élèves. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu penses de ces projets artistiques et culturels auprès du jeune public, leur importance en fait et leur résonance par rapport à ton travail ? Je pense qu'il est très important que les enfants ou le jeune public aient accès à la culture, quel que soit leur niveau social. Parce que ça, c'est un truc très très clivant. Et en fait, il faudrait que la culture puisse arriver jusqu'à eux. Parce que c'est difficile, en fait, lorsqu'on n'a pas une famille ou qu'on ne vient pas d'un milieu social, de penser à ça. Voilà, moi, par exemple, j'ai eu accès au cinéma, je ne sais pas comment, parce que ma famille ne vient pas d'une famille d'artistes. On est une famille de réfugiés politiques. Mes parents ont dû abandonner leur pays. Bon, moi, j'étais très petite, donc voilà, etc. Et j'ai pas eu accès à tout ça. Par exemple, moi, l'anecdote que je raconte toujours, c'est que j'ai toujours écrit, mais j'ai fait que très tardivement le lien avec le cinéma. Alors que j'adorais ça, parce qu'au collège, je fuguais pour aller en cachette au cinéma. J'ai grandi en grande banlieue parisienne et j'avais pas le droit d'aller à Paris. Et je fuguais, en fait, pour aller à la première séance à Porte d'Orléans. J'avais pas le droit de prendre le métro, donc je prenais le bus et ça me prenait des plombes. Ça me prenait 3 tickets de bus. Voilà, et j'allais à la première séance parce qu'il fallait que je rentre impérativement avant que ma mère ne rentre du travail. Et je demandais à mes sœurs de me couvrir, comme mon père nous appelait pour demander si on allait bien. Et je crois que mes parents ne le savent toujours pas. De toute façon, ils ne le savent pas. Et voilà, donc du coup, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais je n'avais pas fait le lien.
Et c'est vraiment sur le tard où les choses se sont alignées. Hein. Mais donc du coup, je pense à ces enfants-là qui étaient un peu comme moi, parce qu'il y a des gens qui ont du talent, qui ont aussi des vocations, je pense, à être révélés, mais qui n'ont pas accès à tout ça. Et pareil, j'ai fait un documentaire qui a été diffusé il y a très longtemps à la télé, qui s'appelait Diversité dans les grandes écoles. Et j'ai eu la première promotion à Sciences Po, Paris, en fait, de Villiers-le-Bel, après les émeutes urbaines. Et effectivement, c'est l'occasion aussi de discuter avec ces élèves-là, qui venaient de cette banlieue-là, qui est vraiment enclavée, hein, et qui a vraiment un accès très difficile à Paris. Et là, on voit qu'en fait, ces enfants-là ne sont pas plus inintelligents que ceux qui ont accès à tout ça, c'est qu'en fait, ils n'ont pas accès à ça. Et d'ailleurs, l'une des élèves qui est dans le documentaire, qui vient de ces quartiers difficiles, a été majeure de classe après. Donc voilà, et elle-même le disait, voilà, c'est que moi, je ne connaissais pas ça et tout, et comment on peut connaître. Et donc voilà, donc moi, je suis vraiment pour que la culture aille jusqu'aux élèves. Merci beaucoup. Boulam Souk, Fête fait femme. On a hâte de voir l'installation et puis à suivre les courts-métrages des élèves. Merci. Merci beaucoup.